Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour commencer cette trêve internationale qu'il va bien falloir combler avec des vidéos sur les 2 prochaines semaines. Bien sûr, on va revenir sur le mercato qui arrive, on a encore eu des nouveaux noms qui ont été associés au club, notamment en Amérique latine, encore une fois. Mais pour aujourd'hui, on va revenir sur le match de dimanche face à Montpellier, certaines prestations individuelles qui méritent selon moi d'être détaillées, approfondies et sur lesquelles on peut ouvrir des débats un peu plus généraux. Et on parlera aussi de Luis Enrique qui revient sur Twitch. Commençons par le poste de gardien, non pas avec Donnarumma, sur qui j'ai pas grand chose à dire, il a assuré au pied, les 2 buts on peut pas vraiment lui reprocher, notamment le penalty qui est vraiment très bien tiré, je l'ai pas souligné dans mon débrief, mais TJ Savanier le tire à merveille. Je voulais plutôt parler de Keylor Navas, qui était absent du groupe, c'était un peu une surprise quand il a été officialisé. On sait que cette saison, c'est le numéro 2 devant Arnau Tenas, parce que quand on a vu Tenas, Navas était blessé au lombaire et quand Navas était disponible, c'était lui qui était sur le terrain et pas le petit Tenas. J'ai fait un calcul. Navas, en Ligue 1, Trophée des Champions, à l'échelle nationale, donc hors Ligue des Champions, il a loupé 10 matchs cette saison. Il n'était pas dans le groupe pour 10 matchs. Sur les 10, il y en a 6 qui étaient à l'extérieur, 4 à domicile. Donc déjà, le rapport est pas très équilibré, mais surtout, il y a eu sa blessure au lombaire qui, je pense, était réelle durant le mois de novembre. Il y a certaines absences qui m'interrogent. Celle de ce week-end contre Montpellier, alors que là, derrière, je crois qu'il est parti avec sa sélection du Costa Rica sans problème. Celle notamment qu'on peut mentionner, le déplacement à Clermont fin septembre où on fait 0-0, il est pas là, on ne sait pas trop pourquoi. Si on y ajoute les matchs quand il était titulaire, qu'il loupait au dernier moment, on ne sait pas trop pourquoi et au final, Sergio Rico, son grand copain, avait du temps de jeu. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre Keylor Navas. Est-ce qu'il n'aurait pas une faculté à se faire des petites blessures diplomatiques pour passer ses week-ends tranquilles? Je veux pas être mauvaise langue, mais voilà, juste j'ouvre cette question, je pose simplement la question. Alors, revenons un peu plus sur du sérieux et du positif avec Hakimi. Hakimi sur qui je voulais m'arrêter, rôle inédit en première mi-temps puisqu'il était assez défensif avec donc les 2 centraux et puis c'était Lucas qui était devant. À quel point ce choix a été influencé par l'absence d'Ousmane Dembélé? Ça peut être une question intéressante à poser à Luis Enrique jeudi sur son live Twitch. Parce que si Dembélé avait été là, sachant que dans ce nouveau rôle, il est plus attiré par le côté gauche, Dembélé. Souvenez-vous, face à la Real Sociedad. Voilà, il fait le travail défensif pour aider Nuno Mendes, pour évidemment combler les espaces que laisse Mbappé avec ses non-replis. Donc voilà, peut-être que si Ousmane était là dimanche, Lucas n'aurait pas eu ce rôle-là. Donc, défensivement, en première mi-temps, Hakimi, il a été plutôt bon. Au-delà de ce rôle qui le bridait, il a réussi à avoir un impact offensif. Il lance le contre du premier but d'Mbappé magnifiquement bien, puisqu'au début de l'action, il est dans sa surface et il s'oriente vers la ligne de touche, alors que contre Reims, il s'était orienté vers l'axe et ça avait donné un but, tout simplement. Et il y a aussi une action contre-attaque, vitesse folle, et centre en retrait pour Colomani, si je dis pas de bêtises. Après, en seconde, donc il est sur son rôle plus traditionnel dans l'axe, où il a sa vitesse, plus de justesse, quasiment décisif sur l'action de Warren Zaïre-Emery en fin de match. Donc voilà, je pense que sa mise au banc mercredi dernier face à Nice, on rappelle qu'il n'était pas titulaire, qu'il n'est même pas rentré. Déjà, je pense que cette mise au banc était une sanction de la part de Luis Enrique, qui a dû aussi peut-être lui parler au campus PSG, et peut-être que ça l'a un peu remobilisé, hein, il était plus concentré dimanche soir, et puis bien sûr, bon, le fait que à la dernière minute, il continue à avaler les kilomètres, ça, c'est pas surprenant. Son volume de course et de jeu est absolument incroyable. C'est vraiment un joueur avec un cardio, une endurance complètement folle. Là, la trêve va peut-être lui faire du bien aussi parce qu'au-delà du match de dimanche, sa dynamique, elle n'était pas folle ces derniers temps. Ce qui est bien, c'est qu'il va donc au Maroc. Il joue 2 matchs contre l'Angola et la Mauritanie, donc vendredi puis mardi. Les 2, c'est au même endroit.
Agadir, où il fait 21 degrés de prévision sur justement quand il y sera. Donc il va pas bouger déjà, pas de déplacement à l'extérieur, en Afrique ou quoi que ce soit, sur des terrains qui pourraient être compliqués. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Globalement, je pense que la trêve va pas trop fatiguer nos joueurs, hein, parce que même les Sud-Américains restent en Europe en réalité. Au final, bon alors il y a Donnarumma qui part, Navas qui part avec le Costa Rica, Donnarumma qui est avec l'Italie, va aux États-Unis, va savoir pourquoi. Ils ont organisé des matchs. Bon, je crois qu'ils jouent le Venezuela et une autre équipe, l'Équateur, si je dis pas de bêtises, ou une autre équipe. Enfin, il part en Floride et dans le New Jersey aussi pour le deuxième match. Donc, il va se trimballer donc le sud des États-Unis, le nord. Ensuite, il revient. Bon, il y a Lee qui joue à Séoul et en Thaïlande, mais sinon tous les autres, ils restent en Europe, voire proche de la France. Par exemple, l'Uruguay de Ugarte va jouer l'équipe du Pays Basque. Donc peut-être qu'il va retrouver des joueurs qu'on a affrontés lors de du match face à la Real Sociedad. Le Brésil de Beraldo, par exemple, va affronter l'Espagne. Lui, il va pouvoir avoir des perspectives sur notre quart de finale puisqu'il va affronter des joueurs du Barça et on y reviendra dans cette vidéo. Donc voilà. En plus, ils vont affronter l'Angleterre, le Brésil. Une trêve assez intéressante hein, pour les Brésiliens. Personnellement, je serai devant leur match. Bon, revenons sur ce Montpellier PSG avec Danilo. Danilo, j'aimerais énoncer ses derniers matchs contre Reims, évidemment. La semaine dernière, donc il y a une relance ratée en première mi-temps qui donne une grosse occasion. Contre Rennes, pareil, il se fait manger par Guiri sur le but, sur l'action qui suit, et il est pas très impérial dans les airs. Contre Nantes, eh bien c'est lui qui fait l'erreur sur la double occasion énorme juste avant la mi-temps. Brest, plutôt en janvier, quand on fait 2-2, il met un contre son camp, et sur le but de l'égalisation, pareil, il est un peu fautif. Donc, finalement, le joueur qu'on nous décrit comme très propre, qui fait peu d'erreurs, bah là, cette réputation, il l'a un peu perdue sur ce dernier mois, qui est une dynamique assez moyenne de son côté. Voilà. Donc, bon, on espère qu'avec la sélection... Alors, ah mince, c'est ça que j'ai oublié de travailler avant de... Je crois qu'il y a 2 joueurs portugais qui vont rejoindre la sélection qu'après leur premier match. Et je me demande si c'est pas Danilo et Vitinha qui vont rester avec le PSG jusqu'à jeudi. Ils jouent la Suède jeudi, le Portugal, mais je crois qu'il y a que Nuno et Gonçalo qui y vont dans un premier temps. Et après, Vitinha, je suis quasiment certain que Vitinha va les rejoindre après le premier match. Bon, pourquoi? Peut-être pour qu'il se repose un peu. Et je crois que c'est Danilo le deuxième joueur, justement. Et pour rester sur Danilo, même dans les airs, hein, je le trouve ces derniers temps un peu moins impérial. Contre la Real Sociedad au match aller, contre Rennes, comme je l'ai dit. Ce week-end, ça s'est un peu moins vu. Mais c'est vrai que il laisse du temps, de l'espace à son vis-à-vis, qui réussit à se retourner un peu plus que d'habitude, je trouve, avec lui. Enfin, l'impression de solidité dans les airs, je l'ai plus avec Beraldo que Danilo. Ce qui est un peu inquiétant quand même. Parce que Beraldo, il met des petits coups et tout ça, et au final, bah, rarement les adversaires se retournent. Alors que Danilo, ces derniers temps, même sur ses qualités, bah, il arrive à être un petit peu défaillant. Donc, on va voir. Il a aussi beaucoup enchaîné. Hein. Peut-être qu'il y a cette question qui peut se poser. Il a 33 ans aussi. Hein. 33 ans, mine de rien, c'est à souligner. Bon, après, voilà, si on veut se projeter, je pense que c'est tout tracé. Cet été, il va rester. Aucun club ne va l'acheter alors qu'il lui reste 1 an de contrat, hein, fin de contrat 2025. Nous, bah voilà, on va le garder parce qu'il a un salaire qui est minime et puis il fait pas de problème. C'est aussi un leader dans le vestiaire, ça c'est à prendre en compte avec lui. Et puis il partira librement en fin de saison prochaine. Le Parc l'acclamera parce que c'est le genre de joueur qui est apprécié des ultras et tout ça. Donc voilà, au niveau des projections, je vois pas beaucoup de débats à ouvrir avec lui. Beraldo, bon justement, pas grand chose à dire de son match face à Montpellier, à rajouter par rapport au débrief. Par contre, comme j'ai dit, Angleterre et Espagne pour lui avec la sélection brésilienne. Est-ce qu'il sera titulaire? Sur les 2 matchs, il y aura quand même une sacrée adversité, bien sûr. Et mardi prochain, les gars, il y a France-Chili au Stade Vélodrome mardi prochain. Mais en même temps, Espagne-Brésil, avec donc, si Beraldo est titulaire et en face, Lamine Yamal, un duel qui devrait nous donner un ordre d'idée avant le quart de finale. Bon, perso, les gars, c'est le seul match qui m'excite sur cette trêve internationale. Vraiment, j'aimerais trop que les 2 soient titulaires et que les 2 soient dans les mêmes zones sur le terrain et tout ça, et à s'affronter. Enfin, je pense, hein, Lamine Yamal, ailier droit, Beraldo, axial gauche. Bon, ça m'étonnerait qu'ils le mettent en latéral gauche comme Luis Enrique à ses débuts au PSG. Mais voilà, j'espère vraiment que les 2 seront titulaires. Lucas Hernandez, je suis revenu sur son dossier longuement dans le débrief. Par contre, Ugarte, on n'en a pas parlé. C'est un match intéressant. Alors,
c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en première mi-temps. Il symbolise bien cette équipe en fait qui se livrait un peu trop, qui allait presser et qui au final en 3 passes était complètement dépassé, coupé en 2. Alors est-ce que c'est les milieux qui n'étaient pas coordonnés par rapport aux attaquants pour presser? Est-ce que c'est les défenseurs aussi qui ne suivaient pas assez nos milieux de terrain pour avoir un bloc compact? Un peu des deux, mais Ugarte a bien symbolisé ça parce qu'il était dépassé à chaque fois qu'il allait chasser. Ça le forçait à faire des retours un peu salvateurs dans sa surface, mais il les réussissait. Il a déjà ça pour lui. C'est un peu comme Mukiele. C'est-à-dire qu'au début des actions, il va se retrouver un peu dépassé parce qu'il se livre, parce qu'il y a un problème de placement, et au final, il va pas lâcher et il va faire un retour un peu sur un tacle, il va contrer un tir. Donc ça donne un peu une dimension héroïque à son action. Mais faut pas oublier que s'il est héroïque à la fin, c'est parce qu'au début, il a été mauvais. Donc je préférerais qu'il soit bon au début plutôt qu'à la fin. Ceci dit, il défend bien sa surface ces derniers temps, Ugarte. Moi, c'est ça que je note aussi pour lui. Après, avec ballon, très neutre. Très neutre. Et on l'a vu, pour une des rares fois de la saison, dans la surface adverse. 2 ou 3 fois en deuxième mi-temps. À chaque fois, approximation, timidité. Et c'est dommage parce que, alors je dis ça sans grande conviction, mais en prévision de la saison prochaine, si on recrute un gros 6 qui serait titulaire tout de suite, pourquoi pas envisager un rôle de relayeur pour Ugarte? Pourquoi? Parce que sa première qualité, et qu'il faut pour moi maximiser, surtout dans le PSG de Luis Enrique qui veut presser, c'est justement ses qualités de contre-pressing, son timing, sa capacité à bien défendre, parce que au-delà de la rapidité qu'il met, c'est un joueur qui sait défendre haut, voilà, qui met très bien le pied, qui fait assez peu de fautes, qui bloque bien les adversaires, qui met les jambes au bon endroit, qui sait aussi entourer un adversaire pour le prendre par derrière, mettre le pied devant sur le ballon et tout ça. Bon bref, des techniques de défense qui sont assez élaborées chez lui. Et donc, je me dis, pourquoi pas tenter en relayeur? Le problème, c'est que pour ça, il faut que dans la surface, il soit beaucoup plus instinctif. On n'a pas vu ça. Il y en a qui me diront, pourquoi pas aussi défenseur central? Parce qu'on l'a vu contre Revel. Bon, alors ça avait été catastrophique, hein. Il avait été très mauvais dans les duels ce soir-là, rappelez-vous. On l'a aussi vu avec l'Uruguay sur une trêve c'était en octobre si je dis pas de bêtises, faire une mi-temps en défense centrale et la seconde au milieu, ou l'inverse, je me souviens plus. Bon, il avait été plutôt bon. Par contre, comme je vous l'ai dit, sa première qualité, c'est le contre-pressing. Je vois pas grand intérêt à le mettre en défense si c'est justement pour se priver de cette qualité-là. C'est un joueur qui est pas complet. C'est un joueur qui a des qualités fortes et des défauts qui le sont tout autant. Donc, se priver de ses qualités fortes pour le mettre en défense, bon, je pense pas que le rapport soit très équilibré. Voilà. Bon, Lee Kangin, très bon hein, dans ce rôle intérieur qu'il doit absolument garder. Hein. Il faut pas le mettre le long de la ligne à fixer comme un Basio. Vitinha, les buts, il les enchaîne. 6e en Ligue 1, donc ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, bah, il y a la qualité technique sur tous les ballons qu'il touche, le volume de jeu, de course, parce que c'est quelqu'un, bien sûr, au plus haut niveau, il aura toujours ce déficit intrinsèque qui est son gabarit. Mais il peut courir intelligemment et ça peut compenser. Donc ça fait plaisir. Et je note aussi sur le but de Nuno Mendes sa passe décisive qui est très intelligente avec un super mouvement au début parce qu'il occupe bien le côté, il va un petit peu s'excentrer et tout ça et au final ça donne ce que ça donne, une passe décisive. Donc ça fait plaisir parce que rappelez-vous en début de saison quand il avait un rôle excentré pour combler Kylian Mbappé, c'était un peu compliqué. Offensivement, on le trouvait pas, il était un peu fantomatique. Là, on a un joueur qui devient de plus en plus complet dans les zones qu'il arrive à maîtriser, à appréhender sur le terrain. Donc vraiment, ça fait plaisir. Bien sûr que c'est un joueur qui a besoin de consignes très claires pour pouvoir exceller. Il a besoin d'un vrai cadre. Mais je note aussi que, dernièrement, il change de poste souvent. Entre relayeur, entre numéro 6, relayeur gauche, relayeur droit. Et à chaque fois, il a plus besoin de temps d'adaptation. Je dis plus parce qu'avant, c'était compliqué pour lui, hein. Tu pouvais pas le mettre, enfin quand tu mettais à un poste, il lui fallait bien 2-3 matchs pour commencer à avoir des repères. Là, et c'est tout le travail de Luis Enrique, eh bien on a un joueur que tu peux basculer d'une mi-temps à l'autre, sans avoir de temps d'adaptation. Parce que les ajustements qui sont faits par l'entraîneur parisien, là à la mi-temps dimanche, tout de suite, le PSG marque directement, met 3 buts, sur les 20 premières minutes. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Malgré la faiblesse de l'adversaire, peut-être le fait qu'il a joué sa première mi-temps au-dessus
de ses conditions et ses aptitudes physiques. Mais voilà, ça fait plaisir. Et c'est à mettre au crédit de Luis Enrique. À l'heure où tous les médias nous disent que il fait des tâtonnements, que c'est de la branlette intellectuelle, que ça empathie sur son équipe de toujours tout changer, bah en fait, on se rend compte que le PSG est au final très imprévisible et que les joueurs, je rappelle quand même qu'il y a une semaine, on a eu un débat sur Rotten sans flamme, Luis Enrique est-il en train de perdre son vestiaire? Là, on fait le constat que les joueurs, en réalité, s'imprègnent complètement des choix tactiques en cours de match de Luis Enrique, parce qu'ils fonctionnent tout de suite. La Real Sociedad, quand tu fais l'échange Fabian Ruiz-Vitinha, ça marche tout de suite. Il n'y a pas de quart d'heure d'adaptation de je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, évidemment, vous ne l'entendrez pas dans les médias, mais c'est toute la réussite à mettre au crédit de Luis Enrique, des joueurs qui aujourd'hui sont capables d'appréhender différents postes à l'échelle d'un match. Donc vraiment, ça fait plaisir. Bien sûr que du coup, les adversaires peinent à nous lire. Alors, Mbappé. Bon, Mbappé, son match est très très bon. Hein. Moi, j'aime bien ces renversements qu'il fait là, quand il est sur le côté gauche vers le côté droit. La saison prochaine, il va falloir quelqu'un. Vous savez que j'adore les renversements. Et donc, il faudra quelqu'un à ce moment-là, quand il sera plus là, pour les faire. Voilà. En fin de match aussi, je note qu'il cherche à faire jouer ses partenaires. Hein. Il aurait pu chercher à briser les records, machin chouette. Et au final, voilà, il fait des passes. Il a une attitude très collective. Est-ce que c'est à mettre au crédit de la gestion de Luis Enrique ces derniers temps avec lui, puisque c'est indéniable. Franchement, voilà, faut être de mauvaise foi pour dire que Luis Enrique n'a pas d'influence sur la remobilisation de Kylian Mbappé, qui faisait des prestations très très mauvaises ces derniers temps et qui là, voilà, après l'épisode Monaco, leur rencontre le lendemain au campus PSG, est quand même, meilleur quoi, fait vraiment des bons matchs. Donc vraiment, ça pareil, ça mettre au crédit du Luis Enrique. Barcola, j'aimerais m'arrêter sur son cas parce que, alors, franchement, son match dimanche, bon, encore une fois, c'est le problème, c'est que Montpellier, justement, son vis-à-vis, c'était un petit jeune qui n'était pas titulaire à la base et qui a commencé après la blessure du titulaire initial à l'échauffement, qui a même nécessité un changement de système pour Montpellier. Et au final, Barcola ne performe pas face à un joueur très jeune qui commence tout juste. C'est bizarre. C'est bizarre. Et moi, je me pose certaines questions dans la perspective du match face à Barcelone, en fait. Parce que Barcola est bien meilleur quand il est remplaçant et qu'il rentre. Ses entrées sont très bonnes. Nice, mercredi. Lille, sur le mois de février. Newcastle, bien évidemment, hein, on s'en souvient. Il fait d'énormes différences. Donc aujourd'hui, en fait, alors que quand il est titulaire, il peine vraiment, en fait. Il peine vraiment. Je me dis, est-ce que, face à Barcelone, il n'aurait pas perdu, là, à l'instant T, sa place de titulaire? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une place à aller chercher pour lui, Colomani, Gonçalo? Je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, les débats sont beaucoup plus équilibrés. Justement parce que Barcola entre mieux dans un match que lorsqu'il le démarre. Gonçalo Ramos, alors, il est rentré. Bon, ça avance pas, c'est toujours le même constat en fait. Hein. Il se donne, c'est super. Il court beaucoup, il est disponible. Il est très généreux dans l'effort. Mais techniquement, bon, on a toujours les mêmes problèmes, il n'est pas dans le bon tempo. Par contre, aujourd'hui, il a donné une interview pour Record Portugal. Alors, il n'est pas trop revenu sur le PSG, à part pour parler de son virus du mois de décembre. Il a dit qu'en fait, c'était un virus, que ça s'est transformé en infection du côlon. Il a passé 20 jours à saigner et vomir. Il est allé 5 fois à l'hôpital. Il a perdu 8 kilos. C'est-à-dire que du 10 décembre au 21 décembre, il s'est pas entraîné. Il était malade. Le 21 décembre, il pensait s'être remis. C'était les vacances, donc il n'y avait pas d'entraînement. Et à Noël, donc 24 ou 25 visiblement, il est rechuté. Jusqu'au 30 décembre. Un mois, 20 jours, oui, complet, sans entraînement, sans rien du tout. Au final, devoir refaire une préparation au mois de janvier. Donc, c'est quand même très difficile. C'est à prendre en compte dans l'analyse de sa saison. Et moi, je trouve qu'il a vraiment une belle mentalité. J'aimerais louer déjà son body language. Comme je le disais, il court beaucoup, il est très disponible, il est souriant. Il a jamais fait d'interview pour dire un truc au-dessus de l'autre. Vraiment, c'est quelqu'un, je pense que c'est vraiment un bon gars. Vraiment. Et le truc, c'est que ça dénote un peu avec Colomani qui, lui, par exemple, quand il est dans l'axe, bon, il y a un body language un peu nonchalant. Il tire toujours la gueule. Quand il sort à chaque fois sur le banc, il rigole jamais. Cette saison, les seules fois où je l'ai vu souriant et un peu avenant, c'est hier,
quand il a retrouvé Clairefontaine, là, avec sa veste Louis Vuitton, Didier Deschamps qui la regarde un peu, et puis après, quand ils sont dans leur chambre. Après le match contre Nantes, son ancienne équipe, là, quand il était dans les couloirs, qu'il voyait ses anciens partenaires et qu'il était très content. Mais au final, c'est vrai que Kolo Muani, bon, le body language, il te donne un peu moins envie de le défendre, en fait, que Gonzalo Ramos. Après, ceci dit, Kolo Muani, la semaine dernière, je le défendais. Son match, il y a du bon dimanche soir. Et, encore une fois, il y a un fait. C'est le deuxième joueur le plus décisif du club cette saison. Voilà, 9 buts, 5 passes décisives en fait. Et il est devant Ousmane Dembélé, oui, il est devant Warren Zaïre-Emery, Barcola, Vitinha. Il est derrière Mbappé. Et oui, c'est le joueur le plus décisif, donc derrière Mbappé, cette saison. Voilà, donc déjà on peut signaler que malgré le fait que, bon, aujourd'hui ils mettent plus un pied devant l'autre, ils soient au fond du trou, et qu'ils soient dans une saison compliquée, bah il réussit quand même à faire des statistiques. Et je pense qu'en prévision, encore une fois, ce que je disais sur Barcola, typiquement, ça ne m'étonnerait pas que Kolo Muani soit titulaire à la place de Barcola pour le match aller face au Barça. J'oublie pas que en première partie de saison, Kolo Muani était titulaire sur nos 6 matchs de poule, alors que sur le match d'avant en Ligue 1, souvent c'était Gonzalo Ramos qui l'était, voilà. Et que, par exemple, le match aller contre le Milan, Kolo, il sort d'une trêve internationale compliquée avec les Bleus. Il fait une entrée contre Strasbourg qui est cataclysmique, mais vraiment une entrée d'alcoolique. Alors que Gonzalo Ramos était titulaire et avait fait un match plutôt bon. Et au final, c'est Kolo qui est titulaire face à Milan. Donc ça aussi, les gars, ne pas l'oublier. Mayulu, le petit jeune, tiens, j'aimerais aussi revenir sur son entrée. Alors, on l'a peu vu, notons que, encore une fois, il a été mis sur un couloir alors que sa position préférentielle est plus axiale. Donc, il s'est contenté de travailler défensivement et puis avec ballon. Bon, bien sûr, il découvrait la Ligue 1, c'était sa première. Bah, il n'était pas dans le tempo, quoi. Voilà, il y avait un petit peu de contretemps quand il avait le ballon, quand il devait suivre ses partenaires. Rien de négatif à ce que je dis, bien évidemment. Il est en fin de contrat en juin. Dortmund est sur le coup, donc attention, Dortmund c'est pas Leipzig, ils sont beaucoup plus agressifs sur les jeunes joueurs. Je suis content que Luis Enrique lui ait donné du temps de jeu sur un match où c'est plié, parce que c'est vrai que finalement, des matchs qu'on plie rapidement, il y en a eu peu ces derniers temps. Et du coup, voir les jeunes, c'est compliqué de le demander. Là, voilà, j'espère qu'on aura d'autres matchs comme celui-ci, pour pouvoir voir les jeunes un peu plus, donner un peu de confiance à Mayulu. Malgré tout, bon, déjà, Luis Enrique leur fait pas vraiment confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que là, la génération est pas bonne. Je pense que les mecs sont tout simplement pas bons quand ils les voient à l'entraînement. Parce que Luis Enrique, c'est typique l'entraîneur qui te donne du temps de jeu si t'es bon, quoi. Enfin, Beraldo, Barcola. Barcola aussi, ne pas oublier qu'au mois d'octobre, il était aussi dans le dur, avant de revenir au mois de novembre. Donc finalement, une saison un peu comme ça pour Barcola. Et à chaque fois, une résilience, parce que octobre, il est un peu au fond du trou, novembre, il revient. Là, il est pas bon, mais il réussit quand même à avoir des entrées comme contre Nice, par exemple, où il est tranchant, où il est bon, où il fait des différences. Donc voilà, ça fait plaisir. Et enfin, pour terminer cette vidéo, revenons sur cette statistique sortie par Opta lundi. Le PSG a mis 14 buts hors de la surface cette saison. C'est le meilleur total dans les 5 grands championnats européens. Le deuxième, c'est Manchester City avec 10 buts. Alors, bien sûr, il y a Mbappé qui individuellement est très fort dans cet exercice. Vitinha aussi, on le sait depuis toujours, mais l'année dernière, il tirait pas, ou peu, voire mal, parce qu'il y a aussi des tirs qui partaient en tribune. Bien sûr, il y a d'autres joueurs qu'il faudrait voir dans cet exercice aussi. Il y a encore une marge de progression, parce que Fabian Ruiz, à Naples, il avait une bonne qualité, au PSG, on l'a pas retrouvé. Hakimi aussi, même si lui, c'est moins évident, parce que quand il va dans la surface, il a aussi des qualités qui sont proches d'un numéro 9, en fait. Donc, lui demander de tirer hors de la surface, alors que s'il rentre dedans, il a les mêmes qualités, voire plus, c'est moins évident. Il y a Asensio. À pas oublier, Asensio, super qualité. Enfin, c'est limite sa plus grande qualité. Et au final, depuis son retour de blessure, là, alors je crois qu'en début de saison, il met un beau but de loin, si j'ai pas de conneries, contre Lens ou contre Lyon, je sais plus. Mais après, il se blesse. Et quand il revient, à chaque match, il a une occasion. Chandelle, il tire de loin, chandelle. Contre Monaco, rappelez-vous, à la demi-heure de jeu, ça frappe toute molle sur le gardien. Hors de la surface, encore une fois. Je me suis dit, putain, mais frérot, c'est ta meilleure qualité, tu joues même pas dessus. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux avoir plus de temps de jeu, quoi. Alors, bien sûr que les départs de Messi et Neymar ont fait du bien, parce que quand tu es aux abords de la surface, tu penses pas à leur donner le ballon, quand tu es Vitinha, par exemple. Et ça, voilà,
j'en suis convaincu. Enfin, je pense que c'est une réalité qu'on peut pas nier, évidemment, hein, sans tomber dans le discours machin libéré de Riolo. C'est ça le problème, c'est que faut rester mesuré, quoi. Bien sûr, aux abords de la surface, ça libère. Mais après, de l'autre côté, bah, quand Messi et Neymar sont sur le terrain, peut-être que je préfère aussi leur donner le ballon dans le dernier tir plutôt que de tenter une frappe de loin, parce que c'est des mecs qui, évidemment, vont faire la différence. Par contre, ce qui est indéniable, quand tu marques 14 buts hors de la surface, c'est que ton entraîneur a une influence. Et donc, on en revient à Luis Enrique. Luis Enrique qui est dépeint comme entraîneur possession stérile, qui fait tourner, qui veut tout contrôler jusqu'au dernier geste et donc marquer en étant le plus proche possible de la cage. Au final, on est assez loin de cette image qui est décrite dans les médias. Hein. Rappelons-nous sur sa saison au Barça 2014-2015, il rajoute de la verticalité au Barça qui en manquait. Voilà. Là, on a quand même une équipe très diversifiée, avec des défenseurs qui, par rapport à la première partie de saison, jouent beaucoup plus long. On voit des renversements et tout ça. Une équipe qui joue mieux les contres, voilà, qui met plus de densité dans l'axe. Hein. On se rappelle qu'en début de saison, eh bien, on voulait absolument faire la différence sur le côté. Là, on a abordé le match retour face à la Real Sociedad en faisant les différences dans l'axe, en mettant du monde. Donc vraiment, pas du tout l'entraîneur dogmatique qu'on veut nous faire croire, quoi. Alors, il revient jeudi sur Twitch, donc ça fait plaisir. Alors, il a dit que c'était pour un projet personnel, et ensuite, il répondra aux questions de manière spontanée. J'ai fait allemand LV2, donc personnellement, je vais pas regarder le live. Évidemment, j'espère que... Enfin, oui, les déclarations seront retranscrites sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas comment on peut critiquer cette initiative, en fait. Je vois pas en quoi ça fait du tort au travail des journalistes qui, on le rappelle, ont encore posé à Michel Derzakarian une question sur Mbappé dimanche soir. À un moment donné, les gars, ils se tapent 5 ans d'études, d'accord, dans des écoles privées. Les mecs, ils payent 7 ou 10 000 boules leur machin. Tout ça pour se retrouver à demander Derzakarian, vous êtes content du départ d'Mbappé? Mais moi, je suis super content quand Derzakarian, il a répondu « j'en ai rien à foutre ». Mais bien sûr que tout le monde devrait sortir ce genre de réponse. À un moment donné, stop, quoi. Les questions sont connes. Alors, de l'autre côté, c'est vrai aussi que Luis Enrique est braqué, qu'il n'aime pas les journalistes, et que, je fais son éloge depuis le début de la vidéo, mais il faut aussi souligner que Luis Enrique a un gros ego, bien évidemment. Mais pour Twitch, enfin, je vois aucun mal, en fait, à faire ça pour se rapprocher des supporters. Enfin, ça fait super plaisir. Parce qu'en fait, avant les réponses de Luis Enrique en conférence de presse face aux journalistes, ce qui nous gêne, c'est aussi les questions. Hein, donc quand Riolo il nous dit il a qu'à répondre aux questions en conférence de presse plutôt que faire Twitch. En fait, avant les réponses, il y a aussi les questions qui sont un peu gênantes, qui tournent toujours autour des mêmes choses, enfin qui sont pas très précises. C'est quand même très très compliqué, hein, même si bien sûr il y a aussi les rédactions qui donnent des lignes directrices. Hein, c'est pas la responsabilité du journaliste en lui-même. Et puis surtout, je note que il fait Twitch, donc il a 800 000 abonnés. Quand il avait fait à la Coupe du Monde, il avait reversé tous les fonds à une association pour le cancer. Donc à partir de là, sachant qu'il le fait pour la bonne cause, sûrement celle de sa vie, quand on connaît ce qu'il a eu à vivre ces dernières années, enfin je vois pas comment on peut critiquer en fait, tu vois, parce que ça sert aussi une cause de l'autre côté, ça aussi c'est à souligner, et ça me fait un lien quoi, parce que encore une fois, enfin Riolo, c'est comme Barcola, quand il parle de Barcola en disant il a les cheveux qui le gênent, je vois pas comment il arrive à jouer avec ces trucs qui lui tombent sur la tronche. Bon, alors, la question peut être posée. C'est vrai on peut dire le joueur peut s'attacher les cheveux. Le problème, c'est que ce soit Riolo qui prononce ça, en fait. Parce qu'on sait très bien ce qu'il sous-entend, les gars. Voilà. Et je vais pas m'étaler là-dessus, en fait. Je vais pas m'étaler là-dessus. Et puis surtout, il y a un mois, quand Barcola, il était excellent, pardonne-moi, il les avait les tresses, hein. Il était pas chauve, hein, quand il était bon, Barcola. Et quand il sera bon, parce qu'il va le redevenir, c'est pas parce qu'il se sera rasé, en fait. Donc, le problème, c'est qu'on a des médias, on a Riolo, le journaliste le plus écouté. Je m'arrête sur lui parce que c'est vraiment le plus écouté. Enfin, c'est dingue l'audience qu'il a. Qui, à chaque fois qu'il prend quelqu'un en grippe, s'attaque à l'homme et sort des arguments footballistiques. Donc, c'est absolument imblairable, insupportable. Donc sur Barcola, sur Luis Enrique, il a dit humainement je l'aime pas ce mec, j'ai l'impression que c'est un sale mec. Mais comment tu peux dire ça quoi? Comment tu peux dire ça sans le connaître personnellement? Je trouve ça complètement dingue. Surtout pour un mec qui a perdu sa fille en 2019 sur avec le cancer des os qui lui a été fatal. Enfin, combien d'entre nous auraient sombré après ça quoi?
Combien d'entre nous seraient là où est Luis Enrique aujourd'hui? La résilience, la force de caractère du mec, parce que au-delà de sa carrière professionnelle, enfin c'est un mec qui est dingue de sport, qui fait le VTT, les machins, il s'enfile 600 bornes sur une semaine de VTT. Enfin, vous voyez sa condition physique, quoi. Limite, il pourrait rentrer sur le terrain à la place de certains de nos joueurs. Enfin, je peine vraiment à comprendre, en fait, cet acharnement sur l'homme plutôt que l'entraîneur, les débats qui dépassent l'entendement. Et donc, je suis à fond derrière Luis Enrique. Voilà, sur cette chaîne, personne ne te touchera, Luis Enrique. On voulait ta venue, rappelez-vous, l'année dernière, en avril, quand on avait fait une vidéo top entraîneur, là, au moment où on nous disait que ça allait être José Mourinho, notre entraîneur, c'était Luis Enrique avec Nagelsmann qui était dans les top entraîneurs sur cette chaîne YouTube. On a toujours voulu Luis Enrique, on n'était pas team Mourinho ici, désolé. Et voilà, et on restera toujours derrière lui. Enfin, c'est assez fou. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo de 30 minutes vous a plu. On se retrouve peut-être pas demain, mais après-demain pour une vidéo mercato. Et puis voilà, je vais voir aussi ce qu'on trouve à redire. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.